Dans l'immensité que recoupe la ville de Mexico, foyer de millions de personnes, réside aussi une faune propre, souvent méconnue des habitants de cette mégalopole. Mais aucune n'est aussi fascinante et n'est devenue une telle icône scientifique que l'axolotl. Il est endémique de la vallée de Mexico, dans les lacs Chalco et Xochimilco, qui étaient autrefois reliés par un réseau de canaux aquifères, du moins avant qu'une grande partie de ces étendues d'eau ne soit asséchée et exploitée à différentes fins humaines. Le plus vaste aujourd'hui est le lac de Xochimilco, situé à une altitude de 2274 mètres au-dessus du niveau de la mer, dans des eaux douces dont la température ne dépasse pas 20 degrés Celsius. Ce sont des salamandres néoténiques, ce qui signifie qu'elles conservent certaines caractéristiques larvaires à l'âge adulte. Si elles se métamorphosent en salamandre à la suite d'un stress extrême, elles survivent rarement à ce processus ou meurent peu après. Cet amphibien atteint une taille moyenne de 20 cm, avec un maximum d'environ 30 cm de la tête à la queue, pour un poids de 100 grammes chez les spécimens de taille moyenne. Il est de couleur vert foncé à brun tacheté de petites marques plus ternes, mais il existe une grande variété de spécimens albinos, un gène prédominant surtout chez ceux utilisés en laboratoire pour la recherche. Ils ont une tête large dotée d'un panache composé de 3 paires de branchies à l'arrière du crâne. Leur bouche est large, avec de petites dents vestigiales sur les gencives. On note 2 narines au-dessus et des yeux sans paupières. Leurs membres sont courts par rapport au corps, avec 4 doigts aux pattes antérieures et 5 aux postérieures, les doigts étant longs et fins. Une nageoire dorsale parcourt toute la région lombaire jusqu'au bout de la queue et se prolonge légèrement sur la région ventrale, cette dernière étant un peu transparente, surtout chez les albinos. Les mâles se distinguent des femelles par un renflement au niveau du cloaque, ce ne sont pas les testicules, qui restent dans la cavité abdominale, tandis que les femelles ont un corps plus arrondi. Ce sont des spécimens solitaires et entièrement aquatiques. Ils respirent de 3 façons, par leur branchie, la plus courante, mais si l'oxygénation est faible, ils remontent à la surface pour prendre de l'air, ou encore à travers leur peau perméable, qui permet une légère respiration cutanée. Ils sont actifs à tout moment de la journée, évitent généralement les interactions avec leurs congénères, mais lors de situations impliquant la nourriture, ils peuvent s'attaquer et s'arracher des membres. Ils communiquent par des signaux visuels pour établir leur dominance et leur territoire, ainsi que par des signaux chimiques en période de reproduction. Leur néoténie signifie qu'ils atteignent la maturité sexuelle sans métamorphose complète, gardant une forme proche de celle des larves. Cette caractéristique est due à une déficience en hormones stimulant la thyroïde, essentielle chez les amphibiens pour achever la forme adulte. L'espèce y est adaptée car sa nourriture est rare et pauvre en iode. Cette suppression métamorphique permet à leur corps de survivre avec moins de nutriments. Une métamorphose aboutirait à leur mort. Ce sont des carnivores qui se nourrissent d'une grande variété de proies. Ils étaient les prédateurs dominants des lacs, chassant poissons, vers et crustacés locaux, voire des congénères plus petits. Ils les repèrent par l'odorat, les capturent par succion en créant un vide depuis l'estomac, les mordent pour les découper ou les avalent entiers, et peuvent jeûner plusieurs jours entre 2 repas. Ils se reproduisent une fois par an, avec différents partenaires mais sans former de couple stable. Le mâle tente de se reproduire avec plusieurs femelles entre mars et juin. La parade commence par le mâle poussant la région du cloaque, puis les 2 partenaires exécutent une sorte de valse en cercle. Le mâle s'éloigne en ondulant, suivi par la femelle. Ensuite, le mâle dépose un spermatophore au sol, que la femelle recueille avec son cloaque. Celle-ci pond ensuite 100 à 300 œufs fixés à un substrat, généralement des plantes aquatiques, et les abandonne. L'éclosion a lieu 10 à 15 jours plus tard. Les jeunes sont totalement indépendants, mangent des proies adaptées à leur taille et atteignent la maturité sexuelle l'année suivante. Dans la nature, leur espérance de vie est indéfinie mais estimée à 6 ans. Leurs prédateurs naturels incluent des hérons blancs attirés par leurs mouvements sous l'eau, d'autres oiseaux migrateurs et des serpents locaux. Mais avec l'introduction de carpes, leurs populations sont presque éteintes à l'état sauvage, aucun n'a été récemment observé. En captivité, ils peuvent vivre jusqu'à 15 ans. C'est là que réside la majorité de leur population, utilisée comme modèle scientifique et comme animal de compagnie, avec une provenance légale requise. On les trouve dans de nombreux zoos et animaleries à travers le monde. L'espèce est classée en danger critique d'extinction car elle a disparu de son habitat naturel, principalement à cause de l'introduction de divers poissons pour l'alimentation humaine qui ont décimé cet amphibien. Mais aussi à cause de la pollution de l'eau, une grande partie des systèmes de drainage se déversent dans ces canaux, contaminant l'eau.
Étant très perméable, l'axolotl absorbe de nombreuses substances par la peau et meurt au contact de métaux lourds, pesticides, produits nettoyants, etc. Les déchets jetés par les visiteurs dans les canaux aggravent la situation. Pour le réintroduire, il faut restaurer la qualité de l'eau, par exemple avec une végétation native comme les nénuphars qui filtrent les particules, améliorer la gestion des déchets des habitations voisines, et réduire les espèces introduites pour rééquilibrer l'écosystème. Une fois celui-ci rétabli, sa réintroduction serait aisée car il se reproduit rapidement. Pour l'humanité, c'est un trésor scientifique grâce à sa capacité extraordinaire à régénérer cerveau, organes, membres, etc. On ignore encore comment, mais cela pourrait aider à traiter des maladies dégénératives comme Alzheimer, des problèmes hépatiques ou même permettre la régénération de membres perdus. Il est aussi élevé à diverses fins, éducatives, culinaires et médicinales. Une espèce autrefois vénérée par les Aztèques, qui l'idolâtraient comme le frère de Quetzalcoatl et créèrent de nombreuses légendes à son sujet. Aujourd'hui, la communauté scientifique lui voue une admiration particulière et y voit un potentiel immense pour résoudre certaines affections irréversibles. Voilà l'axolotl. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, likez et partagez-la pour faire connaître cette chaîne à plus de gens. Je vous laisse mes réseaux sociaux pour rester en contact et pour y faire les annonces concernant la chaîne. Si vous êtes nouveau, je vous invite à vous abonner et n'oubliez pas de laisser un commentaire ou une question qui vous serait venue. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.